Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va soulever le capot de SQL Server. On a tous l'habitude de créer des bases de données en quelques clics, c'est facile, c'est rapide, mais on va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière, en passant de l'interface graphique au code. C'est là qu'on commence à avoir le vrai pouvoir entre les mains. On s'est déjà tous posé la question, non? Quand on clique sur Créer une nouvelle base de données, qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? Qu'est-ce que SQL Server est en train de fabriquer? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Allez, on tire le rideau. Alors, on a deux mondes. D'un côté, l'interface graphique, le GUI. C'est super pour démarrer, pour développer vite fait, mais on atteint très vite ses limites dans des scénarios réels. Et de l'autre, on a le TSQL. Ça, c'est la clé pour l'automatisation, pour la gestion à distance, bref, pour un contrôle total et professionnel. C'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Bon, première étape, on va un peu plus loin que les clics. Il est temps de bien comprendre ce qu'est le T-SQL et pourquoi c'est si important. Le Transact SQL, qu'on appelle TSQL, c'est tout simplement le langage que parle SQL Server. C'est sa langue maternelle. En fait, chaque action, chaque petit clic dans l'interface est en réalité traduit en une commande TSQL. C'est lui le vrai moteur derrière tout ça. Et voilà, c'est ça le secret. Même quand on croit utiliser juste l'interface, la source le dit bien. Chaque choix qu'on fait est converti en une instruction TSQL. L'interface n'est qu'une façade, un traducteur. Du coup, apprendre le TSQL, c'est juste apprendre à parler directement au moteur, sans aucun intermédiaire. Et ça change tout en termes de puissance. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir comment lancer sa toute première commande. Et franchement, pas de panique, c'est aussi simple que de dire « Hello World ». Pour se lancer, c'est vraiment simple. On ouvre SQL Server Management Studio, le fameux SSMS, on fait CTRL-N pour ouvrir une nouvelle fenêtre de requête, on tape notre petite commande et hop, on appuie sur F5 ou sur le bouton Exécuter. En 4 petites étapes, ça y est, on est en train de dialoguer directement avec le serveur. Et la voilà, la fameuse commande « Print Hello World ». C'est un peu le rite de passage, non? Si ce message s'affiche bien dans la fenêtre de résultats, c'est gagné. Ça veut dire que tout est bien configuré, que la connexion fonctionne. C'est notre feu vert pour passer aux choses sérieuses. On entre maintenant dans le vif du sujet. Comment créer une base de données de A à Z. Pour l'instant, on va voir le plan de base, la version la plus simple. Imaginez un kit de maison préfabriqué. Dans sa forme la plus épurée, voilà ce que ça donne. Create database jobs, point. C'est tout. À partir de là, SQL Server se débrouille tout seul. Il utilise tous ses paramètres par défaut pour l'emplacement des fichiers, leur taille, etc. C'est hyper rapide, mais on ne contrôle pas grand-chose. Mais évidemment, on veut souvent plus de contrôle. C'est là qu'on commence à personnaliser les choses, à définir nos propres fichiers. Pour continuer notre analogie de la maison, c'est un peu le moment où on décide de ne pas prendre les fondations standards, mais de les couler nous-mêmes, exactement où on veut. Et voilà comment la commande commence à s'étoffer. Avec onPrimary, on dit où placer le fichier de données principal, le fameux fichier .mdf. C'est le cœur, là où tout sera stocké. Et avec logon, on définit l'emplacement du fichier journal, le .ldf, qui lui enregistre toutes les modifications. Séparer les deux, c'est vraiment une pratique de base pour la performance et la sécurité. Et on peut même aller encore plus loin. Pour optimiser les performances, le TSQL nous permet de créer plusieurs fichiers de données et même plusieurs journaux de transactions. L'idéal, comme on le voit ici, c'est de les répartir sur des disques durs physiques différents. Comme ça, le travail est mieux distribué. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Notre maison, elle va grandir. Il faut donc planifier la taille des pièces dès le départ et surtout comment elles vont s'agrandir quand on manquera de place. Pour ça, on a 3 options super importantes. D'abord, size. C'est la taille de départ de notre fichier. Ensuite, max size. C'est la limite à ne jamais dépasser. On peut mettre unlimited, mais il faut être sûr de son coût. Et enfin, file growth, qui définit comment le fichier va grandir. Est-ce qu'on ajoute un bloc fixe de 64 mégas ou est-ce qu'on augmente de 15% à chaque fois? Ces choix sont cruciaux pour la performance. Et voilà à quoi ressemble le plan architectural complet. Regardez le niveau de détail. On ne fait plus que créer une base. Non, là, on dessine son infrastructure physique, on anticipe sa vie, sa croissance. C'est ça, le véritable contrôle. On a presque fini. Il nous manque une dernière pièce au puzzle, un détail qui a une importance capitale, le classement, ce qu'on appelle la collation. C'est ce qui va définir toutes les règles de tri et de comparaison pour nos données. C'est la clause collate qui s'en charge. En gros, elle répond à des questions comme « Est-ce que chat avec un C majuscule et chat avec un C minuscule, c'est la même chose? Et élève avec un accent et élève sans, c'est pareil ou pas ?»
L'exemple ici, latina_general_ci_as, veut dire case sensitive, donc ne tient pas compte de la casse, et accent sensitive, mais fait la différence entre les accents. Choisir la bonne collation dès le début, ça peut nous sauver de sacrés maux de tête plus tard. Voilà, le plan est entre nos mains. Chaque ligne de code est une décision. Chaque paramètre, un choix d'architecte. Le pouvoir n'est plus dans le clic creative, mais dans la commande réfléchie. Maintenant, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ça ?